Franco a-t-il aidé le Real Madrid, comme le prétendent les détracteurs du club merengue? Il faut savoir que depuis le Barça Gate, toutes ces vieilles histoires ont refait surface. Et moi aussi, je refais surface pour démontrer que c'est totalement faux. Aujourd'hui, je vais vous parler de la construction du stade Santiago Bernabéu. Au lendemain de la guerre civile en Espagne en 1939, le Real Madrid est en faillite. Plusieurs de ses joueurs, plusieurs de ses dirigeants sont morts ou partis en exil. Et le stade Chamartín est partiellement détruit. Il est impossible de jouer un match dedans. Comme l'a stipulé le journal ABC dans son édition du 25 avril 1939, page 26, El campo está inservible. Une junte de sauvetage présidée par Pablo Coronado et aidée de quelques madridistas dont un certain Santiago Bernabéu se met au travail pour sauver le Madrid FC de la disparition. Je dis bien le Madrid FC car le Real Madrid a perdu son appellation Real au lendemain de l'installation de la Seconde République en 1931, mais il la retrouvera 10 ans plus tard. À cette époque, la seule rénovation du stade qui permit la reprise des matchs à domicile avait totalement mis les comptes du Real Madrid à zéro et dans le rouge. Le club n'a plus les moyens de jouer les premiers rôles comme auparavant et c'est désormais le FC Barcelone et l'Atlético Aviación qui tiennent ce rôle-là. Nous l'avons déjà vu dans la première partie. Cette situation est telle que le club ne peut même pas recruter un gardien de but. Il faut savoir que dans le temps, la valeur marchande d'un gardien de but était vraiment très basse. Le FC Séville avait proposé son gardien Guillermo Eizeguirre, considéré comme le successeur du grand Zamorano, mais Coronado lui répondit par courrier que le Real Madrid n'avait même pas 5 centimes dans ses caisses. Courrier à voir dans l'ouvrage Bahamonde, Magro, page 196. Ce triumvirat fera vivoter le Real Madrid jusqu'à ce fameux 11-1 qui était une demi-finale, retour de la Copa del Rey en 1943. Le pouvoir en place n'ayant pas du tout apprécié les violences qui avaient entouré cette rencontre, il demanda la démission immédiate des juntas directiva des deux clubs, car le pouvoir ne voulait pas cette image de l'Espagne, déjà boudée par la moitié de la planète. Cela a permis l'accession de Santiago Bernabéu à la tête du Real Madrid en septembre 1943, et il ne la quittera que jusqu'à sa mort en 1978. Santiago Bernabéu était persuadé que pour sortir le Real Madrid de son marasme, il fallait augmenter les recettes. Et pour cela, il fallait un stade de 120 000 places, car la billetterie était le principal revenu des clubs à ce moment-là. Alors, il se mit au travail dès son arrivée à la tête du Real Madrid. Et on verra que ce fut un véritable parcours du combattant. Alors, il commença en premier par solliciter un prêt par écrit à la DND, qui était l'institution étatique qui finançait le sport en Espagne. Mais le général Moscardo, à la tête de cet organisme, laissa lettre morte à cette demande, ce qui va profondément refroidir les relations entre le club et la DND. Ensuite, il va solliciter le ministère des Finances, mais là aussi, lettre morte. Il n'obtiendra aucune réponse. Santiago Bernabéu n'oubliera jamais ce que les pouvoirs publics ne l'ont jamais aidé, voir l'ouvrage Bahamonde Angel, page 215. Ensuite, Santiago Bernabéu s'est tourné vers le secteur privé. Pas moins de 3 banques ont été sollicitées. La Banco Hispano-Americano, la Banco Espagnol de Crédito et la Banco Zaragozano. Mais ces 3 banques refusèrent de prêter la somme de 3 millions de pesetas nécessaires à l'achat des terrains,
car les perspectives en Espagne étaient mauvaises. Santiago Bernabéu n'avait pas de garantie à leur offrir et rien ne laissait prévoir de bons résultats sportifs au Real Madrid. Santiago Bernabéu se tourna alors vers la Banco Mercantil y Industrial, qui finit par accepter, mais à condition que le Real Madrid centralise tous ses comptes chez elle. Il faut savoir que le président de cette banque, Rafael Salgado, fervent madridista, demanda à ses services de traiter le dossier sans parler des garanties. ABC annonçait alors dans son édition du 24 juin 1944, page 17, et je cite, « Hier s'est conclue définitivement l'opération d'achat initiée par le Real Madrid il y a plusieurs mois pour l'acquisition des vastes terrains qui ont doublé la propriété du club de Chamartín. Maintenant que les terrains sont là, il reste à trouver les financements nécessaires à la construction du stade. Et là, les garanties sont impératives. » C'est alors que Santiago Bernabéu eut une idée de génie. Il va solliciter un vaste emprunt auprès des socios du club par l'intermédiaire de la banque qui centraliserait et gérerait les opérations. Ce recours était la dernière chance pour réunir la somme colossale dont il avait besoin pour construire le stade. Un premier emprunt est lancé en novembre 1944, émission de 20 000 bons pour 10 millions de pesetas. Immense succès, les obligations partirent en quelques heures seulement. La valeur nominale de chaque bon est de 500 pesetas émise à 96% de sa valeur pour un rendement de 5,75% par an. Les obligations sont amortissables en 20 ans. Vous trouverez toutes les précisions au sujet de ce plan de financement dans l'ouvrage Escondel, Bartholomé, pages 144 à 160. C'est un investissement attractif pour les supporters qui trouvèrent ici un moyen de participer activement à la croissance de leur club tout en gagnant un peu d'argent. L'emprunt a atteint au total 30 millions de pesetas et selon le livre d'or du Real Madrid écrit par Sáenz de Robles en 1952, page 200. Ce sont finalement les banques qui ont acheté toutes les obligations des deux dernières phases. Le choix de Santiago Bernabéu de se tourner vers les socios fut risqué, mais un grand succès au final. Le nombre de socios est passé de 2238 en 1940 à plus de 40 000 en 1947. En 1948, la recette est passée à 400 000 pesetas par match et l'extension du stade de 75 000 à 120 000 places se fit entre 1951 et 1954. Tout était en place pour la renaissance du plus grand club du monde. Comme nous l'avons vu avec des références écrites, en aucun cas les autorités n'ont joué un rôle pour favoriser le Real Madrid. Et ce fut d'autant plus flagrant que quand le club souhaita revendre ses terrains de Chamartín pour construire un nouveau stade en 1973. Santiago Bernabéu ne réussit pas à faire requalifier en zone constructible par l'État les terrains autour du stade afin de réaliser une grosse plus-value pour financer un projet immobilier de la Torre Blanca avec des bureaux et appartements. Le club renoncera à ce projet en raison de l'opposition des autorités politiques. Par contre, en 1957, un certain club catalan n'avait rencontré aucun problème pour requalifier les terrains de Las Corts en zone constructible pour construire le Nou Camp. Je vous rappelle que ce même club catalan avait décoré par 2 fois Franco et ce n'était certainement pas pour ses beaux yeux. À la Madridina Damas.